énormément d'hommes qui nous portent aussi, qui nous disent vous avez raison quand on doute, parce qu'on doute comme toutes les femmes, je pense. Ouais. Et ben allez-y, on vous soutient, vous êtes dans la bonne direction et vous avez raison. Ce que vous nous disiez, Gila, tout à l'heure, c'est qu'en fait, négocier son salaire, c'est comme au théâtre. Il faut se mettre en situation. C'est une pièce qu'on joue. C'est une pièce avec une transcription littérale qu'il faudrait préparer. Ce sont des citations qu'il faut pouvoir placer. Il y a tout un travail de gestion du silence aussi. Justement, on voit que les femmes, lorsqu'elles vont en négociation, très vite, elles veulent s'en débarrasser. Ou elles disent oui à la proposition, ou alors très vite, elles vont lâcher un chiffre. Et malheureusement, ce chiffre va venir vraiment mettre à mal la négociation, puisque le chiffre est généralement une sous-estimation de ce qu'elles valent. Donc il y a tout un travail, je dirais, de technique pour réussir à trouver le momentum, réussir à trouver le moment clé pour amener sur la table quelque chose qui va permettre aussi à l'autre de venir avec des propositions clés. Lorsque vous êtes dans une négociation, vous n'êtes pas forcément demandeur. Vous pouvez aussi proposer que l'autre propose des solutions. Là, on est dans la forme plus ou moins, mais Élise, comment on sait ce qu'on vaut ? Comment on évalue ce chiffre ? C'est la première question que l'on s'est posée, c'est-à-dire, et ça, c'est un peu aussi pour ça qu'on a créé l'association, c'est-à-dire que moi-même, je me suis déjà retrouvée dans cette situation où vous avez une case à remplir, donc vous avez un petit questionnaire, une case à remplir qui vous dit combien vous voulez d'augmentation, et vous êtes incapable de définir. Parce que ce qui est important, je pense, ce qui est très fort dans l'éducation des femmes, c'est l'équité. Donc on n'a pas du tout envie de demander quelque chose que l'on ne mérite pas. Il y a deux choses qu'on entend souvent dans les témoignages de nos adhérentes, c'est « j'ai énormément donné, on va me le rendre ». Donc ça, il y a vraiment une pensée de « tout le monde sait ma valeur, on va me le rendre », ce qui n'est pas du tout la même chose que les hommes qui vont demander en disant « j'ai énormément donné, vous me devez ». Oui. C'est une grosse différence. Et je vaux tant déjà. Et je vaux tant. Depuis longtemps. Et donc, nous, vraiment, la première chose que l'on s'est attelé à faire dans l'association 2082, c'est de trouver aussi des sources d'informations par industrie, par secteur d'activité, par bassin industriel, par exemple, selon les zones et bassins d'emploi, pour aider les femmes à définir ce fameux chiffre. Et il faut prendre à la fois en compte l'évolution de la rémunération. Donc, on a fait des petits outils avec les femmes pour qu'elles puissent suivre ces 5 dernières années, combien elles ont reçu d'augmentation, et comparer à l'inflation, comment ça s'est passé. Vraiment, les aider à travailler ce côté chiffré, de suivre l'évolution de leur carrière. Et puis après, aller chercher de la comparaison à l'extérieur. Aussi, aller chercher de la comparaison dans les entreprises concurrentes parfois. Si vous êtes... vous vendez votre travail, donc vous êtes un salarié, vous pouvez aussi aller regarder ailleurs ce qui est proposé. Et ça va aussi s'améliorer avec la transparence, on en parlera peut-être après, mais la transparence qui est demandée par la communauté européenne sur les salaires et qui va arriver de plus en plus avec différentes directives. On y reviendra tout à l'heure si on a le temps, ça va très très vite. Une question, quelles mesures concrètes l'employeur peut-il mettre en place pour favoriser l'égalité femmes-hommes dans son entreprise ? C'est Laurent qui nous la pose, c'est un homme. Gila, est-ce que vous avez une réponse concrètement par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on met en place dans l'entreprise ? Dans l'entreprise, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Celles que je connais, qui sont les plus répandues, ce sont des programmes, justement, j'en parlais, pour aider les talents féminins à pouvoir émerger, à pouvoir oser, à pouvoir être dans le track, n'est-ce pas, dans le chemin pour pouvoir demander une augmentation. Il y a un système de mentorat aussi qui va être pris en considération. Mentorat homme, mentorat femme, mais c'est vrai que mentorat homme de plus en plus... pour faire en sorte d'avoir une communauté solidaire pour pouvoir avancer. Et puis, bien sûr, des pratiques de transparence, c'est-à-dire publier aussi certaines grilles de salaire, essayer de pouvoir montrer, en fait, une vraie bonne volonté. Et encore une fois, je crois que quand on fera un système qui viendra sanctionner les entreprises parce qu'elles n'ont pas cette transparence, ou alors viendront récompenser les entreprises qui ont cette transparence, tant qu'on n'a pas véritablement ça, et c'est vrai que les directives commencent à changer, ce sera difficile de pouvoir avancer. Il faut une autorité suprême pour dire un petit peu la voix, justement, ces directives européennes. Oui. Qu'est-ce que ça peut changer, Élise ? Beaucoup de choses. Il y a une nouvelle directive qui a été publiée en juin 2023 qui, justement, concerne la transparence des salaires. Donc déjà, chaque État européen va devoir remonter les données à Bruxelles tous les ans de l'égalité homme-femme au niveau national. Donc là, on va être déjà sûr que quelqu'un va suivre ce chiffre et normalement, au niveau français, ça va nous tirer vers le haut, je l'espère. En tout cas, là, on se fera taper sur les doigts si on progresse à la vitesse à laquelle on était lancé, j'ai envie de dire.
nous ne pouvons plus rester dans la vitesse à laquelle nous nous étions lancés. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a vraiment des mesures phares comme chaque nouvelle offre d'emploi il devra y avoir sur cette nouvelle offre d'emploi une fourchette de salaire. Ça, c'est absolument essentiel. Totalement parce nouveau. qu'actuellement, on joue sur le vide, sur voilà. L'absence d'information. Il y aura aussi une interdiction des clauses de non-divulgation du salaire, c'est-à-dire que ce sera interdit à un employeur de mettre dans un contrat « vous n'avez pas le droit de divulguer votre salaire » dans l'entreprise. Ça, c'est un autre point qui va être très, très important. Et après, ils ont créé des nouveaux droits, ça s'appelle le droit à l'information de l'employé, qui aura le droit de dire, voilà, dans mon groupe de travailleurs, quelle est la moyenne? Quel est l'écart type? Comment sont répartis les salaires? Et donc, si là, on voit si là, les personnes se rendent compte en demandant ces chiffres, et c'est un droit, donc vraiment, les Français auront ce droit de demander... Il va falloir leur dire quand même, entre les deux. Il va falloir qu'ils soient informés et qu'il y ait de la vraie pédagogie aussi par rapport à ça. Exactement. Mais comme aujourd'hui, les femmes ont droit de demander quand elles doutent. Ça, c'est une jurisprudence qui est passée en mars 2023. Quand les femmes doutent qu'un homme gagne plus dans une entreprise qu'elle, à même niveau, elles peuvent demander à avoir une fiche de salaire. Après, si l'employeur ne veut pas le faire, elles sont obligées de passer par la justice, mais elles ont ce droit. En attendant, Guilla, d'avoir ces indicateurs sur les prix, les femmes, elles font comment? Elles demandent à leurs collègues masculins dans l'entreprise? Ça se passe comme ça, concrètement? Concrètement, c'est vrai que une idée d'avoir des connivences, des relations, de toute façon, on le voit bien, même au niveau des postes à plus haut niveau, il y a beaucoup de cooptation masculine. Donc c'est vrai que malheureusement, ça passe surtout par du relationnel pour essayer de comprendre que c'est le réseau qui va nous sauver et pas forcément quelque chose qui sera de l'ordre de la transparence et qui viendra du manager. Oui, c'est vraiment le réseau qui va faire la différence. Et l'association pour aller chercher des aides extérieures quand elles peuvent. Aller chercher, ça de toute façon, c'est vrai qu'on en parle tous les jours, quel que soit le sujet, il faut aller chercher de l'aide extérieure quand on est salarié, mais quand on est entreprise aussi, pour mettre les bons outils en place. On est quand même dans cette ère où on doit se faire aider, Élise. Oui, tout à fait. Et je pense qu'aussi les entreprises, là, nous, on n'attaque pas du tout les entreprises. On a vraiment pris le postulat d'aider les femmes en se disant, voilà, c'est un système qui n'a pas forcément été créé face à leurs besoins. C'était un système créé plutôt pour les hommes, à la base, le système de l'entreprise. Voilà, il y a des personnes, la moitié des personnes qui ne se sentent pas forcément adaptées à ce système, on va les soutenir. Mais on ne tire pas sur les entreprises. Il y a aussi plein d'entreprises qui, je pense, voudraient faire beaucoup mieux, ne trouvent pas forcément les indicateurs pour comparer leurs employés aussi. Des fois, c'est difficile aussi d'avoir le recul, de se dire pourquoi. Et ça va arriver avec une autre directive qui s'appelle la CSRD, qui en fait, il va être une directive qui va demander à toutes les entreprises de publier tous les facteurs, tous les KPI, tous les facteurs, les indicateurs liés à la responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, en fait, si vous voulez, avant, toutes les entreprises, elles faisaient remonter leurs données financières. Maintenant, elles vont faire remonter leurs données financières et leurs données non financières. Oui, tout à fait. Et l'égalité homme-femme fait partie de ces données non financières. Donc, en fait, ça va tous nous tirer vers le haut. On va s'améliorer sur les indicateurs, on va être capable de plus se comparer les uns avec les autres dans les entreprises. Et c'est une bonne chose. En tant qu'association dont c'est la spécialité, est-ce qu'on a réussi déjà à chiffrer la richesse que cela allait générer si les femmes arrivaient à terme, avant 2082, justement de réussir à gagner la même chose que leurs homologues masculins? Le chiffre au niveau monde en PIB, c'est 12 000 milliards. Pourquoi ça? C'est pas l'argument, le premier argument à présenter aux entreprises, justement, pour dire c'est de toute façon une ressource, mais même pour l'État. Si on réfléchit pour l'État, c'est une enveloppe qui est là. Enfin, je veux dire, il y a une ressource énorme qui correspond à cet écart. Parce que quand vous appliquez 16% au salaire, à l'ensemble des salaires français, c'est énorme. Oui, effectivement. Une autre réaction d'Aurélie, cela passe beaucoup par l'éducation de nos enfants. Ça, effectivement, c'est dès le départ qu'il faut dire aux filles qu'elles méritent la même chose que les garçons. Il faut donner confiance à nos filles, apprendre le respect de l'égalité à nos garçons. C'est vrai que c'est banal, Guilla, mais ça passe aussi par là, très tôt. C'est très tôt que ça se joue. Et je pense que les femmes réussiront à pouvoir briller en négociation quand elles arriveront à comprendre que dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on négocie.
Et ça, c'est une phrase qui est toute simple, mais si on la met dans la tête des petites filles, c'est-à-dire que oui, il y a le bon travail à l'école, mais il y a aussi tout le travail de réseau qui doit se faire, il y a le travail de l'apprentissage de l'imperfection, il y a le travail du collectif aussi, pour comprendre les enjeux politiques, stratégiques, qui quelquefois, parce que, bon, on a fait aussi des études au niveau des sports collectifs, comme des sports de balle, qui avant étaient plutôt réservés aux garçons, et puis des sports qui étaient plutôt, on va dire, individuels, solitaires, comme la danse, qui était réservée aux filles. Oui. Et on s'est rendu compte en fait que justement ce sens stratégique, ce sens politique, ce sens du réseau était plutôt favorisé du côté masculin. Donc ça, il faut d'emblée très tôt essayer de sensibiliser les petites filles. Je rappelle que le premier jouet qui était dédié à du nettoyage de couleur bleue date de moins de 10 ans. C'est-à-dire le petit aspirateur en couleur bleue, sous-entendant que le garçon pouvait aussi le recevoir pour Noël, ne date que d'il y a 10 ans. En aparté, au-delà de ça, ce sont les papas qui enseignent les mathématiques à leurs filles. Une femme qui n'a pas forcément réussi à négocier son salaire en tant que maman ne va pas enseigner l'art de la négociation à sa petite fille. On en est encore là, à l'intérieur des familles, finalement, pour faire monter nos filles. Ça va prendre un peu de temps. Oui, ça va prendre du temps, mais on a bon espoir. C'est pour ça que l'association est là aussi, pour changer les mentalités. On va passer une petite vidéo de Daily Swile avec qui nous travaillons parfois sur le même sujet. Daily Swile a aussi son avis sur la question. On la regarde, on l'écoute. Elle s'intitule « Est-ce plus dur pour une femme de négocier ?» Je crois qu'on a bien répondu à cette question. On la regarde et on réagit derrière. Aujourd'hui, selon les chiffres de l'INSEE, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes était de 15,5% en équivalent temps plein. Sur la question, finalement, est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes de négocier ? Eh bien, la réponse est oui. Un des premiers freins, c'est finalement l'éducation genrée à l'argent que l'on reçoit. Même si peu de parents s'en rendent compte, finalement, on continue d'éduquer nos enfants différemment selon que l'on a un petit garçon ou une petite fille. Une étude montrait d'ailleurs qu'il y avait même une différence d'écart dans l'argent de poche qui est donné aux enfants. Titu Lecoq le rappelle dans son podcast « Rends l'argent », on va plus apprendre aux petites filles à donner et aux petits garçons à demander. Et ça conditionne des comportements qui sont extrêmement différents. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le spectre du salaire d'appoint. C'est Rachel Silvera, une économiste, qui en a parlé pour la première fois. C'est cette idée finalement que le salaire des femmes, c'est une forme de complément, c'est quelque chose qui vient en plus. Il y a encore cette impression que finalement une femme qui négocie, elle vient chercher un peu plus d'argent de poche pour elle. Il y a un autre élément qui joue et qui en effet freine beaucoup de femmes pour négocier, c'est l'effet de double contrainte. C'est quelque chose qui est une sorte de biais inconscient dont peu de personnes se rendent réellement compte. C'est l'idée que si je négocie, eh bien super, je vais avoir potentiellement mon augmentation, mais socialement je serai jugée négativement. Et si je négocie pas, eh bien je me conforme à ce que l'on attendrait d'une femme, mais je serai perdante financièrement. C'est intéressant, une femme qui négocie pense qu'elle va être jugée négativement. Ce sera notre mot de la fin. Élise Bordet, vous en pensez quoi ? Et il existe des peurs infondées, et ça on le travaille vraiment avec les femmes que l'on soutient dans l'association. Il y a cette peur de déplaire, il y a cette peur d'être mal vue, et c'est pas une peur totalement infondée parce qu'on attend des femmes encore qu'elles se débrouillent pour que tout le monde soit toujours heureux et qu'elles ne demandent rien. Ouais, donc ça, vraiment ne pas contrarier, ne pas contrarier sorte, et ne pas se faire passer en premier. Se faire passer après le groupe. Souvent, c'est ça. Et donc, le mot de la fin, c'est qu'on est capable de soutenir et de faire changer les femmes. Il faut juste leur donner un tout petit peu de temps. Lila ? Oui, je veux revenir quand même sur l'étymologie de négociation. Négocium, c'est sans oisiveté, c'est-à-dire sans relâche. C'est vraiment un rapport à l'autre qui va essayer de maintenir la relation. Les femmes ont peur de ça parce qu'elles veulent essayer de s'en débarrasser le plus possible. Et en diplomatie, en fait, on se rend compte que les hommes disent qu'on ne veut pas négocier avec une femme parce qu'elle va faire des compromis. Elle n'est pas là pour gagner. Donc on n'envoie pas une femme en diplomatie pour négocier. Et l'idée, c'est vraiment que la femme apprenne à pouvoir accepter de se faire confiance, de pouvoir aller sur le long terme. Une négociation, c'est pas tout de suite gagner, c'est au contraire accepter de pouvoir entrer en relation avec l'autre sur le long terme. Et n'ayons pas peur de ce terme et de ce concept de l'argent, c'est très important à l'échelle de notre société. Merci mesdames pour ce sujet passionnant. Il y a encore des questions et il y a encore des thèmes qu'on n'a pas abordés. Vous serez obligés de revenir sur ce plateau. Je suis obligée. On a dit qu'on allait faire changer ce nom de l'association. Donc on est absolument obligés. Merci Élise Bordet, présidente de 2082, d'être venue
venu nous voir. Merci Guilla Clara Kessous, diplomate, négociatrice, coach en entreprise, d'avoir été avec nous également aujourd'hui. La suite des émissions sur BFM Business, le meilleur des experts, et 14h édition spéciale avec la décision de la BCE en direct. Très bonne journée sur BFM Business.